En sommaire ce soir, le monde a rendu un vibrant hommage au pape François ce samedi à la place Saint-Pierre de Rome. Des centaines de fidèles et de personnalités de premier plan ont assisté à ses obsèques. Que retenir du pape des pauvres et comment s'organise sa succession? L'abbé François Fané est l'invité de ce 1945. Les partis politiques sont vent debout contre la dissolution de leur formation. Les leaders ont exprimé leur opposition ce samedi lors d'une conférence de presse. Le point dans un instant. Le collecteur naturel de Moloba-Lini est dans un état désastreux à cause de l'incivisme des populations. À quelques semaines de l'hivernage, une association tire la sonnette d'alarme. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est ce samedi qu'a eu lieu sur la place de la basilique Saint-Pierre de Rome les obsèques du pape François, mort en début de semaine à l'âge de 88 ans. Plus de 200 fidèles catholiques et dirigeants, notamment politiques, ont assisté à ces funérailles de celui qui a été décrit comme le pape des pauvres. Marietou Diallo nous en dit davantage. Alors que les cloches de la basilique Saint-Pierre ont longuement sonné, le cercueil du pape, à bord d'une papamobile blanche, est acheminé vers la basilique Sainte-Marie Majeure, dans le centre de Rome, sous les regards de près de 200 000 fidèles. Le pape François, affaibli par une sévère pneumonie, a succombé lundi 21 avril dernier à un AVC à l'âge de 88 ans, au terme de 12 ans de pontificat. La veille pour le jour de Pâques, ce dernier était pourtant encore au balcon de la basilique Saint-Pierre dans l'après-midi pour prononcer la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi devant près de 35 000 fidèles venus célébrer Pâques au Vatican. Ces obsèques sont organisées ce samedi 26 avril à Rome. Comme pour les funérailles de Jean-Paul II en 2005, plus de 50 chefs d'État et des têtes couronnées ont assisté aux funérailles du chef de l'Église catholique. Parmi eux, le président américain Donald Trump, ses homologues français Emmanuel Macron et ukrainien Volodymyr Zelensky, ou encore le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Le roi Philippe VI et la reine Laetitia d'Espagne, le prince William d'Angleterre, Albert II de Monaco, mais aussi quelques dirigeants africains comme Félix Tshisekedi, Olingi Nguema, Faustin Archange Touadéra, José Maria Neves ou encore Umaru Sissoko Embalo étaient aussi présents. Le président russe Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, se fait représenter. Dans son homélie, le doyen du collège des cardinaux Giovanni Battista Re a notamment rappelé les gestes et exhortations innombrables du pape François en faveur des réfugiés et des personnes déplacées. Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco incessantemente ha elevato la sua voce implorando la pace, invitando alla ragionevolezza, invitando all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra, diceva, la guerra è solo morte di persone, distruzione di case, distruzione di ospedali e di scuole. À l'arrivée du cercueil du pape François sur la place Saint-Pierre, puis une fois la messe terminée, des applaudissements et acclamations ont retenti dans la foule, venue rendre hommage une dernière fois au pape proche des plus petits. À partir de ce samedi, le Vatican observera 9 jours de deuil. Au cours de ces novendiales, des célébrations solennelles auront lieu chaque jour à Saint-Pierre jusqu'au 4 mai. Comme vous avez pu le voir sur ces images, des milliers de personnes ont rendu un énième hommage au pape François à Rome et bien au-delà des frontières italiennes. Pour nous parler justement de l'héritage du pape et sa succession, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé François Fané. L'abbé François, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Alors, que retenez-vous des 12 années pontificales du pape François ?
Alors, pour répondre à votre question, cela m'amène à parler des grandes réformes que le pape François a eu à faire durant ces 12 années de pontificat. Alors, le pape François a initié de nombreuses réformes, donc notamment la réforme de la curie romaine avec la création de la constitution apostolique Predicate Evangelium, donc en 2022, pour rendre l'administration du Vatican plus transparente et plus missionnaire. Ensuite, le pape François a également mis l'accent sur la synodalité, donc en promouvant la participation des fidèles, des femmes et des églises les plus reculées pour qu'ils eux aussi fassent partie de l'église et qu'ils aient leur mot à dire. Ensuite, le pape a également porté une attention particulière aux questions sociales et environnementales, notamment à travers son encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Et le pape, on peut le dire aussi, qu'il a été un fervent promoteur du dialogue interreligieux. Il a eu à rencontrer beaucoup de responsables religieux, juifs, musulmans, bouddhistes et d'autres confessions chrétiennes. Et en 2019, il a eu la joie de signer avec le grand imam d'Al-Azhar un document historique sur la fraternité humaine à Abu Dhabi, en Égypte, appelant à la paix, à la tolérance et à la justice entre les peuples. Et c'est à la suite, c'est après ça qu'il a écrit son encyclique Fratelli Tutti, tous frères. Donc une encyclique qui invite tout le monde à être frères et sœurs. Donc en résumé, voilà ce que je pourrais dire sur les réformes que le pape a eu à faire durant son pontificat. On voit qu'il laisse derrière lui un grand héritage. Vous l'avez dit, il a été un fervent défenseur des migrants et de laisser pour compte. Justement, comment préserver cet héritage? Alors, pour préserver l'héritage que nous a laissé le souverain pontife, le pape François, chaque chrétien fidèle catholique, chaque personne de bonne volonté est appelée à faire sienne les paroles même du pape François, en ce sens qu'il invitait tout le monde à demeurer frères et sœurs et à rechercher la paix pour soi-même, la paix pour autrui, la paix pour son entourage. Donc l'héritage, si nous voulons le préserver, nous sommes invités à nous remémorer ces paroles du Christ. Et ces œuvres, les œuvres que le pape François a pu mener durant ces 12 dernières années. Oui. Alors justement, Abbé François, toujours en parlant aujourd'hui, en parlant maintenant de succession, oui. On sait qu'il y a 135 cardinaux électeurs qui sont en conclave, oui. Pour élire donc un nouveau pape. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus qui va suivre? Voilà, le processus qui va suivre maintenant, c'est l'élection d'un nouveau pape. Et cela se fait à huis clos. Donc, ça se fait en conclave. Donc, ça veut dire que les cardinaux qui ont un âge inférieur à 80 ans, c'est eux qui sont les cardinaux électeurs. Inférieurs. Donc, jusqu'à 79 ans, vous êtes candidat. Et vous vous retrouvez dans une chapelle qu'on appelle la chapelle Sistine. Donc, pendant tout le temps que va durer l'élection, vous êtes là-bas et vous n'avez pas accès à l'extérieur. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet et le vote se fait de façon secrète. Donc, ça veut dire quoi? Ton voisin n'est pas au courant de ce que tu fais, du nom que tu écris comme candidat à l'élection du pape. Alors, et donc, pour qu'il y ait un pape, il faut la majorité, il faut les 2 tiers. Donc, ça veut dire ici, il y a 135 candidats. Il faut que les candidats qui seront élus puissent cumuler les 2 tiers des voix. Voilà, pour pouvoir être élu pape.
Alors justement, en parlant de l'élection toujours du pape, des favoris se dégagent. On parle de deux favoris. On parle du cardinal philippin Luis Antonio Tagle. On parle également du secrétaire d'État du Vatican, l'italien Pietro Parolin. Je sais que on n'a jamais eu de pape africain. Oui. Le pape François était le premier et l'un des rares papes sud-américains. Est-ce qu'on pourrait voir justement émerger un pape d'une minorité, j'allais dire, d'un continent qui n'a jamais été porté à ce niveau de responsabilité dans la sphère catholique? Bon, c'est une question que nous attendons depuis l'annonce officielle du décès du pape. Bon, moi, à mon avis, je dirais que cela n'est pas à exclure, puisque les noms dont vous venez de citer font partie des candidats éligibles au poste de la papauté. Donc, on pourrait, on ne sait pas ce que l'Esprit Saint va souffler dans le cœur des cardinaux, mais il pourrait, puisqu'ils sont déjà membres, ils sont électeurs, donc tous ceux qui sont éligibles, qui sont électeurs, donc ils peuvent être désignés comme pape. Mais encore une fois, les votes sont secrets, donc... L'Africain qui se rapproche de ce poste, j'allais dire, cette responsabilité de pape, c'est lequel? On parle du Guinéen, c'est bien cela? Bon, il y a beaucoup, on parle du Guinéen, il y a le cardinal aussi ghanéen, donc il y en a beaucoup, donc on ne peut pas, chacun avec sa chance, je l'ai dit, voilà. Alors justement, pour la dernière question, Abbé François, qu'est-ce qui a été fait au Mali pour rendre hommage au pape? On parle de messe, on parle de veillée. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là et qu'est-ce que vous comptez faire pour rendre un énième hommage au pape François? Voilà, ce qui a été fait, d'abord, il y a eu une délégation de l'église du Mali qui s'est rendue à Rome et qui a participé à la messe d'enterrement. Il s'agit de son éminence, Jean-Cardinal Zerbo. Il s'agit également du secrétaire général de la conférence, l'abbé Abel Kassogué. D'abord, ça c'est déjà la délégation malienne qui a pris part à la messe d'enterrement. Ensuite, il y a eu, depuis l'annonce officielle, les évêques des diocèses se sont organisés. Et par exemple, à Bamako ici, hier, la messe pour demander le pardon à Dieu et le repos éternel pour le pape a été célébrée hier à la cathédrale de Bamako à partir de 18h. Et je sais aussi qu'aujourd'hui, à la même heure qu'on célébrait la messe à Rome, il y a eu la messe également à la cathédrale de Sang, donc pour demander le repos éternel du souverain pontife. Et donc chaque diocèse, donc chaque évêque a eu plusieurs activités qui ont été organisées pour rendre un énième hommage au pape François qui nous a quittés lundi 21 avril à l'âge de 88 ans. Merci infiniment Abbé François Fané d'être venu sur ce plateau de TM1 du journal 1945 pour nous édifier un peu plus sur le processus et bien sûr sur l'héritage du pape François. Nous poursuivons cette édition d'information avec cette information qui vous a été donnée en titre ce 26 avril à la Maison de la Presse. Plusieurs leaders politiques ont donné une conférence de presse où ils se sont imposés à la proposition de dissolution des partis politiques au Mali. Ils ont donné des arguments qui montrent que, selon eux, la démocratie est menacée. Suivons ce reportage. Le respect de la Constitution et des lois, le respect du pluralisme démocratique, l'union et non l'exclusion, et enfin, la libération des prisonniers politiques. Des exigences qui sont criées par des leaders politiques qui n'ont pas manqué de dénoncer une tentative de musellement politique. Un haussement de ton dans lequel ils estiment qu'une proposition va à l'encontre des principes démocratiques et du multipartisme consacrés par la Constitution malienne. Pourquoi cherchons-nous à liquider, museler alors qu'on demande simplement des réformes? Le ministre délégué en charge des réformes politiques et du soutien au processus électoral
peut-il réellement effectuer des réformes en interdisant la politique, soutenir un processus électoral sans les partis politiques? Qu'atteindra-t-il de lèges constituées avec des représentants des partis politiques? Allons-nous bafouer toutes les lois du Mali? La dérive de l'amateurisme est dangereuse. La violation de la Constitution, de la charte de la transition, de la charte des partis politiques entraînerait des conséquences irréversibles dans notre pays, alors que 300 morts ont conduit au multipartisme et que les partis politiques ont d'ailleurs été parmi ceux qui ont amené le CNSP au pouvoir et sont leurs compagnons de gouvernement et de parlement. Les partis politiques critiquent également la démarche du gouvernement qui a organisé des consultations des forces vives de la nation sans les associer préalablement. Ils considèrent ces consultations comme une manœuvre visant à légitimer une décision déjà prise sans véritable dialogue ni consensus national. Parce que parti ou mafla. Ango a ango ango diorola. Ango opmana comme ata fait andaka douala. Comme ayangwen basite enquête de grave antara. Nga masorala bolosina mi makone patuka tibé. Ce point de presse marque un tournant dans la vie politique malienne, avec une classe politique déterminée à défendre les principes démocratiques et à s'opposer à toute forme d'autoritarisme, selon les observateurs. En bref et en images, l'état-major général des armées a informé l'opinion publique que ce vendredi 25 avril 2025, aux environs de 12h30, les forces armées ont mené une opération dans la zone de Tonka, région de Tombouctou, ayant permis de neutraliser plusieurs terroristes. Parmi eux figurent 3 chefs locaux de premier plan qui étaient activement recherchés pour leur rôle dans les activités terroristes dans la zone. Il s'agit de Samba Diallo, chef poseur d'engins explosifs improvisés opérant dans la zone de Tonkan, Amadou Bari Di Boura et Ibrahima Diallo. D'après le communiqué des femmes, en plus de la neutralisation de ces individus clés, l'armée a également récupéré un arsenal significatif comprenant des armes, des munitions, des moyens de communication et du matériel entrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés. Sans transition, le collecteur naturel de Molo-Balanini, en commune 1 du district de Bamako, est le cauchemar des populations de cette localité, dont le quartier de Bougouba et Sotuba, puisqu'il crée d'énormes dégâts en temps de pluie aux habitants des quartiers environnants. Les habitants ont organisé une visite avec la presse pour alerter les autorités. Suivons ce reportage de Djeneba Samake. Le collecteur naturel Molo-Balini au niveau de Sotuba devrait traverser Nafadji, Doumazana, Fadjigila, Sotuba et plusieurs propriétés privées pour se déverser dans le fleuve Niger afin d'éviter à la population les risques d'inondation en saison de pluie. Cependant, l'obstruction des servitudes par des constructions anarchiques et les ordures ménagères ont causé beaucoup de difficultés. Et imaginez ça, cette boue-là, cette saleté-là. Vous venez chez vous, sur 1 mètre de hauteur, vous êtes dans votre propre salon plongé dans de la boue comme ça. C'est désagréable. Donc nous on veut qu'on pallie à ces problèmes-là pour que la cité puisse quand même être vivable. Les habitants des cités sont confrontés à de sérieux problèmes à chaque pluie diluvienne, assistant impuissamment au désastre de l'eau. Les rues de ces quartiers se transforment en mares, les effets personnels des riverains flottent sur l'eau et il est difficile pour les automobilistes de s'y aventurer. kuma dɔ la kɔ kɔnɔya quoi donc san nako fɔlɔ b'a sɔrɔ ɲagaɲaga tɛ se ka taa ji b'a kale donc a bɛ yɛlɛ gitɔrɔn sanfɛ ni sera sannikɛlaw ka yɔrɔ kare yɛrɛ la station na mobili ji bɛ sira yɛrɛ tigɛ mɔgɔw la quoi
fo na ka do mo ka du kono cɔkɔrɔba yɛrɛ dɔw b'an kɛrɛfɛ olu ka suma bɛ tiɲɛ samiya kɔnɔna na sumaw bɛ tiɲɛ. Certains propriétaires ont bouché les lits du collecteur naturel par la réalisation des murs de clôture, entraînant la déviation vers d'autres endroits. Des entrepôts y sont également construits de façon anarchique, ne respectant pas la servitude de 20 et 25 cm, à en croire les maires de Djelibougou. Chacun ne pense à l'environnement. Donc le problème de l'environnement se pose réellement aujourd'hui. Avec le canicule qu'il y a, c'est qu'il va pleuvoir. L'année passée, il y a eu des inondations, la population a souffert. Nous sommes levés aujourd'hui pour parer à ce problème. Donc nous appelons à l'État. L'État assiste la population avec la mairie, l'administration de la mairie. Les habitants appellent au respect et à l'application des lois. Pour ceux qui ne sont pas conformes, il a été demandé aux riverains de la localité de saisir le gouverneur du district de Bamako avec ampliation à la délégation spéciale et à la mairie de la commune 1 afin de trouver des solutions définitives avant l'hivernage et de façon technique. Football, avant de nous quitter, c'est demain dimanche à 17h au stade du 26 mars qu'aura lieu le choc de la 19e journée entre le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako. Cette rencontre va donc opposer le premier du championnat, Stade malien de Bamako, qui compte 40 points, au deuxième Djoliba AC qui compte 37 points. C'est dire que cette rencontre sera certainement décisive pour la première place. La rencontre est à suivre en intégralité sur TM1, uniquement sur TM1, prise d'antenne 16h45. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité partout au Mali et hors de nos frontières, particulièrement à Rome, en Italie.